point d'inflexion. On a une fonction définie sur un intervalle de R, dérivable en x0. On dit qu'elle admet un point d'inflexion en x0 si sa courbe traverse la tangente en x0, c'est-à-dire, alors traverse, il y a deux cas possibles, vous voyez. Ici la courbe est au-dessus, là elle est en dessous de sa tangente, là elle est au-dessous, et là elle est au-dessus. Alors comment on mesure qu'elle est au-dessus ou au-dessous? En regardant l'écart entre f de x et puis la tangente, tangente d'équation y égale f de x0 plus f' de x0 facteur de x moins x0. Donc il faut que cet écart ait un certain signe à gauche de x0, c'est-à-dire ici, et qu'il ait le signe contraire à droite. Donc, par exemple ici la courbe est au-dessus de x est supérieur ou égal à 0, là c'est inférieur ou égal à 0, et là c'est le contraire. Bon, le plus souvent, u de x, il est positif et négatif parce que il y a une inflexion qui est stricte. D'accord. Voilà. Et donc maintenant, on va étudier les conditions pour avoir un point d'inflexion. Voilà. Donc la première propriété qu'on va voir, c'est la notion de changer de concavité. C'est-à-dire que d'un côté de x0, la fonction est concave, et de l'autre côté, elle va être convexe. Donc, on prend toujours f de i vers r, x0 appartenant à i, et on va dire si f change, alors dérivable en x0 quand même, dérivable en x0. Si f change de concavité, et on va dire ce que ça signifie, en x0, alors f a un point d'inflexion en x0. Donc démonstration. Alors, changer de concavité, ça veut dire que j'ai trouvé un intervalle x0 moins nu, x0 plus nu. D'un côté, la fonction va être concave, et puis de l'autre côté, elle va être convexe. Donc, par exemple, f convexe sur l'intervalle x0 moins nu, x0, et puis concave sur l'intervalle x0 plus nu. Alors, convexe là-dessus. Bon, ça signifie en gros que effectivement, quand c'est convexe, la courbe est au-dessus de la tangente. Et puis là, elle est en dessous. Donc on voit bien qu'il y a un changement de position et que donc il va y avoir un point d'inflexion. Mais on peut le redémontrer correctement en disant, voilà, je suis à gauche de x0 qui est là. Là, j'ai x0 moins nu. Je vais prendre un x que je maintiens fixé, et puis un t qui est variable, donc t entre x et puis x0. Et je considère le rapport f de t, le taux de variation, f de t moins f de x0 sur t moins x0. Et comme c'est convexe, je sais que, alors je vais prendre plutôt f de x d'ailleurs, eh bien je sais que ça va être inférieur ou égal à f de t moins f de x0 sur t moins x0. Et moi je fais tendre t vers x0, donc ça va tendre vers la dérivée, puisque la dérivée existe, f' de x0. Bon, donc ça fait ce rapport qui est inférieur ou égal à ça, je vais multiplier par x moins x0 qui est négatif. Donc, comme il est négatif, quand je vais multiplier, ça va devenir supérieur ou égal à x moins x0. Et je me retrouve ici avec f de x moins f de x0, qui va être supérieur ou égal à ça. Donc, avec f de x, qui va être supérieur ou égal à f de x0 plus ça. Voilà. Ça sera sur la partie x0 moins nu, x0. Alors maintenant, sur l'autre partie, elle est concave. Donc là, je fais un autre dessin. J'ai x0, x0 plus nu. Je prends toujours mon x dans cet intervalle, un t qui varie donc entre x0
et puis x. Et là, j'écris là aussi mon taux de variation, f de t moins f de x0 sur t moins x0, qui, là, comme la fonction est concave, va être supérieur ou égal à f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et je fais tendre t vers x0. Donc ça, évidemment, ça tend vers le nombre dérivé f' de x0, qui va être supérieur ou égal à ça. Alors là, x moins x0, il est positif. Donc quand je vais multiplier par x moins x0, bah, je vais obtenir f' de x0 facteur de x moins x0 est supérieur ou égal à f de x moins f de x0. Et donc là, je vais avoir f de x qui sera inférieur ou égal à f de x0 plus f' de x0, facteur de x moins x0. Et ça, c'est vrai pour tout x à droite de x0. Donc à gauche de x0, j'ai ça, à droite, j'ai ça. Donc il y a effectivement un changement de position. Et donc, on a bien un point d'inflexion en x0. Sur un intervalle ouvert de grand R, x0 appartenant à i. Premier cas, f', donc la fonction f est dérivable sur i, et f' admet un extrémum local en x0, alors il y a un point d'inflexion en x0. Deuxième cas, f est deux fois dérivable sur i, f seconde s'annule en x0 et change de signe. Alors il y a un extrémum local. Changer de signe, ça veut dire qu'il existe nu positif, tel que sur cet intervalle-là, je peux prendre des voyers pour avoir ça d'ailleurs, hein, eh bien il y a un signe, et puis sur l'autre intervalle, eh bien, là il y a un signe constant, et là il y a un signe constant qui est opposé. Positif, négatif ou négatif, positif. Bon, démonstration de la première. Donc f' a un extrémum local, c'est-à-dire que si je présente la courbe de f', je vais avoir ça ou ça en x0. x0 il est là, alors bon, ça peut être en dessous de l'axe, peu importe. Alors, supposons par exemple que f a un maximum local. Voilà. Donc, maximum local, ça veut dire que, donc j'efface ce dessin, et je vais avoir quelque chose comme ça, x0, x0 moins nu, x0 plus nu. Et là, j'ai f' de x, qui va être inférieur ou égal à f' de x0 sur cet intervalle x0 moins nu, x0 plus nu. D'accord ? Bon, alors maintenant, je vais prendre par exemple x ici. Donc x0 inférieur à x, inférieur à x0 plus nu. Et bah, je vais écrire le théorème des valeurs intermédiaires. J'ai f de x. Alors je peux, hein, parce que f' existe. Voilà, donc f est continu évidemment, et f' existe. Donc sur cet intervalle, si je l'écris, ça fait f de x moins f de x0, qui va être égal à un certain f' de c, facteur de x moins x0. Alors c, lui, appartenant à x0, hein, je sais que c, il appartient à x0, x. Voilà. Donc en fait, comme f' de c est inférieur ou égal à f' de x0, je vais avoir f de x moins f de x0 qui va être inférieur ou égal à f' de x0 facteur de x moins x0. D'accord ? Alors maintenant, si je choisis x entre x0 moins nu et x0.
et que je m'intéresse à f de x0 moins f de x. Bah pareil, hein, théorème des valeurs intermédiaires, je vais trouver que c'est un f' de c, facteur de x0 moins x, avec c appartenant cette fois-ci à x0. Bon. Alors, x0 moins x, il est négatif, x0 moins x, il est positif. f' de c, il est inférieur ou égal à f de x0. Donc, ça fera ça. D'accord? Donc, si je passe tout de l'autre côté, ça fait f de x moins f de x0 qui va être supérieur ou égal à f' de x0 facteur de x moins x0. Donc, je vais avoir le contraire, je vais avoir f de x moins f de x0 qui va être supérieur ou égal à f' de x0 facteur de x moins x0. Et donc, d'un côté j'ai ça, de l'autre côté j'ai ça, et donc ça correspond bien à la notion de point d'inflexion. Et j'ai démontré la première propriété. Alors maintenant, la deuxième va être très rapide, hein, parce que j'ai f seconde qui existe et qui change de signe. Ça veut dire que sur un intervalle moins nu, je vais avoir f seconde de x qui est f seconde de x0, pardon. Donc c'est x0 moins nu. x0 plus nu. Je vais avoir, donc incluant i, ça qui est égal à 0, mais je vais avoir, par exemple, f' f seconde de x qui est négatif sur x0 moins nu, x0 plus nu, et qui va être positif sur x0, x0, oui, je me suis trompé, sur, voilà, sur x0, puis qui va être positif sur x0, x0 plus nu. Donc en fait, je vais avoir f'. Dans ce cas-là, si je fais le tableau de variation de f', j'ai f seconde qui va être négatif entre x0 moins nu, donc j'ai x0, x0 plus nu. Donc j'ai f seconde qui s'annule ici, qui est négatif ici, qui est positif. Donc là, j'ai un minimum local. Voilà. Et maintenant, si c'est l'inverse, si f seconde de x est supérieur ou égal à 0 là-dessus et inférieur ou égal à 0 là-dessus, je vais avoir un tableau de variation qui sera comme ça. Donc la première ligne est la même, mais je vais avoir plus, moins, et là je vais avoir un maximum local. Minimum local, maximum local, je vais avoir un extrémum local pour f', et donc je vais avoir aussi un point d'inflexion. Et donc c'est gagné, on a montré les deux propriétés. Et, des propriétés qui concernent les points d'inflexion, on a vu notamment que si f est une fonction d'un intervalle ouvert i de r vers r avec x0 qui appartient à i, si f' de x0 existe, le nombre dérivé en x0, et si f change de concavité en x0, alors on a un point d'inflexion en x0. Si f est dérivable sur i et que f' a un extrémum en x0, on a aussi un point d'inflexion. Et si la dérivée seconde existe sur i, s'annule en changeant de signe, hein, donc plus 0 moins ou moins 0 plus sur un intervalle, alors il y a un point d'inflexion. Alors on va voir que ces réciproques sont fausses en utilisant un contre-exemple, la fonction f que l'on a ici, définie pour x différent de 0 et qui vaut 0 si x est égal à 0. Alors on montre facilement qu'elle est continue.
D'abord, elle est continue sur R étoile, comme composé de fonctions continues. Et d'autre part, comme le sinus est compris entre moins 1 et 1, la parenthèse est comprise entre 1 et 3, multiplié par x puissance 5 qui tend vers 0, on a bien ici limite de f de x quand x tend vers 0 qui est égal à 0. Donc en fait, f est continu en 0 et donc continu sur R. Alors maintenant, la dérivée en 0, c'est la limite de f de x sur x quand x tend vers 0. Alors qu'est-ce qui change quand x est différent de 0? Ce qui change, c'est que x puissance 5 devient, comme on divise par x puissance 4 facteur 2. Donc facteur de quelque chose qui est entre 1 et 3, x puissance 4 tend vers 0. Donc on a bien ça qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Autrement dit, f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 0. Bon, d'autre part, pour x différent de 0, f est dérivable donc sur R étoile. Et on a f' de x qui est égal, alors f' de x, je vais plutôt l'écrire là-haut. Quand je dérive x puissance 5, ça fait 5x4. Donc ça fait f' de x est égal à 5 x puissance 4 fois 2, c'est-à-dire 10 x puissance 4, plus donc j'ai dit 10 x puissance 4 plus moins 1 sur x2 cosinus 1 sur x multiplié par x puissance 5. Donc ça fait moins x puissance 3 cosinus 1 sur x. Cosinus 1 sur x. Et puis plus 5x4 sinus 1 sur x. Alors ça, sinus 1 sur x. Ça évidemment c'est continu sur R étoile. D'autre part, on peut voir que f' de x, la limite de f' de x quand x tend vers 0, c'est toujours pareil, ça tend vers 0, ça c'est entre moins 1 et 1 multiplié par x au cube qui tend vers 0, et puis ça c'est entre moins 1 et 1 multiplié par x puissance 4. La limite de f' de x quand x tend vers 0, c'est égal au f' de 0 qui vaut 0. Donc en fait, f', c'est comme f', f' est continu sur R. Sur R. Et du même coup, on va calculer seconde. Alors on va d'abord remarquer que f' de x moins f' de 0 qui vaut 0 sur x moins 0, c'est toujours pareil, ça fait 10x au cube, ça tend vers 0, moins x au carré cosinus 1 sur x, le cosinus est entre moins 1 et 1, donc multiplié par x au cube, et x au carré ça tend vers 0. Et là, c'est pareil. Donc ça tend vers 0, ce qui veut dire que f seconde de 0 est égal à 0. Par ailleurs, sur R étoile, f' est dérivable. Et puis f seconde de x est donc égal à 40x cube moins 3x2 cosinus 1 sur x. Alors là, quand je dérive, ça va faire moins 1 sur x2 multiplié par moins sinus. Donc ça va faire moins x sinus 1 sur x plus 20x au cube sinus 1 sur x. Et pour le dernier, ça fait moins 1 sur x2, ça fait moins 5x2, moins 5x2 cosinus 1 sur x, donc là ça en fera moins 8. Voilà. Et toujours pareil, quand x tend vers 0, tout ça, ça tend vers 0. Et donc, j'obtiens que f seconde est elle-même continue sur R. Donc en fait, j'ai bien f qui est de classe C2.
Voilà. Alors, je rappelle que f, c'était f de x égale x puissance 5, parce que je l'ai effacé, facteur de 2 plus sinus 1 sur x. Alors, la dérivée en 0, elle est nulle. Donc, il y a une tangente horizontale. Je remarque que ça, c'est entre 1 et 3. Donc, c'est positif, ça. Et c'est multiplié par x puissance 5 qui lui change de signe suivant que x est positif ou négatif. Donc en fait je me retrouve avec un dessin qui est comme ça. Hein, f de x positif si x est supérieur à 0. F de x négatif si x est inférieur à 0. Autrement dit, j'ai bien un point d'inflexion puisqu'on est de part et d'autre de la tangente. Bon, donc il y a un point d'inflexion pour cette fonction f en 0. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire sur f'? Est-ce que f' a un extrémum en 0? S'il a un extrémum en 0, c'est soit un minimum, soit un maximum, c'est-à-dire quelque chose comme ça pour les courbes de f'. Alors, on va regarder en fait. Alors sauf que f' de 0 il vaut 0. Donc le dessin en fait ça serait plutôt comme ça. Donc on va regarder si un des deux cas est possible. Alors pour ça on va prendre la suite xk égale 1 sur 2 kpi qui tend vers 0 quand. Alors k c'est appartenant à grand N. Hein. Donc ça tend vers 0. Et je regarde ce que vaut f' de xk. f' de xk, il vaut que le sinus de 2 kpi c'est 0, le cosinus c'est 1, donc ça fait 10 sur 2 kpi puissance 4 moins 1 sur 2 kpi puissance 3, et en mettant le même dénominateur, je vois tout de suite que ça va être négatif. Alors que si je prends la suite yk, je modifie un peu égale 2 sur 2 kpi plus pi, qui elle aussi tend vers 0 en étant positive, j'ai f' de yk qui lui ici ça va faire moins 1, ici ça fera 0, qui vaudra donc 10 sur 2 kpi à la puissance 4, plus 1 sur 2 kpi à la puissance 3. Et donc là c'est positif. C'est positif, et donc j'ai des xk et des yk qui tendent vers 0. Donc même si je prends un intervalle très petit autour du 0, ils vont finir par être entre 0 et nu. Et je vois que un coup f de xk va être positif, un coup de f de xk va être négatif. Donc je ne suis pas dans cette considération-là, ni dans celle-là. Et donc en fait ça veut dire que f' n'a pas d'extrémum. F' n'a pas d'extrémum en 0. Elle n'a pas d'extrémum en 0. Voilà, et pourtant, on avait vu qu'il y avait un point d'inflexion. Donc ça contredit une des propositions que j'avais écrites. Hein, c'est là une des réciproques qui est fausse. Voilà. Alors maintenant, je vais m'intéresser à f seconde et je vais faire la même chose. Je vais regarder ce que vaut f seconde de xk et f seconde de yk. Alors, f seconde de xk, c'est f seconde de xk, oui, parce qu'il y avait une propriété où j'avais vu que quand f seconde s'annulait en changeant de signe. Ben là, je vais regarder justement cette histoire de s'annuler en changeant de signe. F seconde de xk, c'est 40 sur 2 kpi à la puissance 3. Le cosinus, lui, en xk, il vaut 1, donc moins 8
sur 2k pi à la puissance 2. Ça c'est nul, ça c'est nul. Et en multipliant par 2k pi et en faisant tant de k, je peux rapidement voir que ça c'est négatif. C'est négatif alors que f seconde de yk, lui, qui va être égal à 40 sur 2k pi plus pi à la puissance 3. Alors le cosinus lui vaut moins 1, donc plus 8 sur 2k pi plus pi à la puissance 2. Les autres sinus ils sont nuls, donc ça va être positif. D'accord? Donc en fait, il y avait une proposition qui disait que si f seconde, si la fonction f seconde existe et s'annule en changeant de signe, alors il y a un point d'inflexion. Et bien là, j'ai f seconde. Est-ce qu'il s'annule en changeant de signe sur un intervalle? Bien, je ne peux pas dire ça parce que pour la suite xk et yk, en fait, ils ne gardent pas un signe constant. À droite de 0, je vais trouver des f secondes de xk qui sont positifs, qui sont négatifs, et des f secondes de yk qui sont négatifs. D'accord? Et qui tendent vers 0, donc qui peuvent être dans l'intervalle 0 nu. Donc il n'y a pas un signe constant d'un côté du 0 pour la fonction f seconde. Donc en fait, on ne peut pas dire que f seconde s'annule en changeant de signe, c'est faux. En changeant de signe, c'est faux. Eh bien ça, c'est faux. C'est faux. Et la conséquence, c'est qu'on ne peut pas dire non plus que f change de concavité, parce que quand une fonction change de concavité, si f là, changeait de concavité en 0, qu'est-ce qui se passerait? C'est que d'un côté du 0, on aurait f qui serait convexe avec f seconde qui serait donc positif ou nul, et de l'autre côté, f qui serait concave avec f seconde qui serait négatif, d'un côté ou de l'autre. Or, c'est pas possible parce que, en fait, de ce côté-là du 0, hein, pour x positif, bah déjà, f seconde ne garde pas un signe constant. Donc, en fait, la fonction f n'a pas de point. F ne change pas. Voilà. Ne change pas de concavité autour de 0. Voilà. Donc en fait, ça veut dire qu'avec cette fonction f, j'ai un contre-exemple de toutes les réciproques des propriétés que j'avais écrites au début.